L'histoire des Juifs américains, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Je vous ai dit la semaine dernière que les premiers Juifs venus en Amérique étaient, ou n'étaient pas plutôt, les Indiens, n'étaient pas non plus les Vikings, étaient peut-être pour quelques-uns des marins de Christophe Colomb, mais ils ont dû vite se maraniser pour ne pas subir les foudres de l'Inquisition. Alors, certains sont passés au travers des gouttes, ou au travers des flammes, si je puis dire, pour aller se réfugier dans les colonies néerlandaises du nord du Brésil, puisque les Hollandais étaient présents à Recife, à Olinda, et disposaient de quelques Antilles, notamment Curaçao. Et on sait que les Néerlandais, pour la plupart d'entre eux, acceptaient facilement la présence des Juifs. Et dans ces colonies, les premiers Juifs espagnols et portugais ont pu vivre librement pour pratiquer leur religion. On trouve encore d'ailleurs aujourd'hui à Curaçao une colonie, une île qui est toujours sous autorité néerlandaise, une très belle synagogue qui est un peu postérieure, qui date de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, mais qui montre que dans les territoires sous contrôle néerlandais, les Juifs étaient parfaitement admis et pouvaient librement exercer leur culte. Le problème qui se pose pour certains de ces Juifs qui vivaient du côté de Recife et d'Olinda, c'est que les Portugais conquièrent ces terres du nord du Brésil, ce qui conduit les Juifs séfarades qui vivent là à s'exiler. Alors certains vont vers les Antilles néerlandaises, mais d'autres partent vers l'Amérique du Nord, où sont installées des colonies britanniques. Et donc, en Amérique du Nord, sur le territoire des futurs États-Unis, ce sont des séfarades qui vont représenter la communauté juive. Il n'y a pas au début, il n'y a pas d'Ashkénazes. Et les seuls juifs qu'on trouve dans les 13 colonies installées par les Britanniques le long de la côte atlantique, du New Hampshire et du Vermont jusqu'à la Caroline du Sud, sont des Juifs séfarades. Les Hollandais ont quitté l'Amérique du Nord très rapidement. Ce sont les Anglais qui les ont battus. À New York, nous avions une colonie juive qui vivait sous autorité néerlandaise, mais les Néerlandais ont été battus par les Anglais en 1664, et donc les Juifs vont vivre sous domination anglaise. Ça ne va pas les gêner beaucoup, tout simplement parce que le gouverneur de New York, le gouverneur hollandais de New York, Peter Stuyvesant, qui a donné son nom plus tard à une marque de cigarettes, était plutôt antisémite et n'aimait pas trop les Juifs qui étaient présents. Il ne pouvait pas les chasser parce que il dépendait de la compagnie hollandaise des Indes qui considérait que tous ceux qui vivaient là pouvaient vivre et n'étaient pas du tout, les dirigeants de la compagnie n'étaient pas du tout antisémites. Mais Peter Stuyvesant n'aimait pas les Juifs, les a empêchés d'acquérir des terres, de construire des maisons, de bâtir une synagogue. Bref, c'était pas la joie et l'allégresse pour les Juifs de New York, jusqu'à ce que les Anglais arrivent. Et les Anglais de New York ont accepté que les Juifs pratiquent leur culte et s'installent et vivent comme ils l'entendent. C'est d'ailleurs à peu près à cette époque que les Juifs sont retournés en Angleterre et ont pu s'installer sans difficulté. Alors, ces Juifs dans les colonies anglaises, combien sont-ils ? Ils sont
à la veille de la révolution américaine, à la veille du soulèvement de l'indépendance, en 1776, ils sont 2500. C'est pas grand-chose, c'est pas énorme par rapport à 13 colonies qui regroupent quand même quelques millions d'habitants, mais c'est une présence déjà ancienne. On a vu qu'ils sont venus au milieu du XVIIe siècle. L'indépendance, la guerre d'indépendance pour les États-Unis date de 1776. Donc, ils sont là depuis longtemps et ils vont, pour la plupart, soutenir les rebelles de George Washington contre les troupes anglaises. Alors, certains seront soldats et combattront avec les insurgents, comme on les appelait. Ils seront soutenus par le rabbin le plus célèbre à l'époque, qui est le rabbin Seixas, qui est donc un rabbin, le nom le montre, un rabbin d'origine portugaise. Il y aura un juif ashkénaze quand même qui sera là dans les armées américaines, non pas comme combattant, mais comme financier. Il s'appelait Chaim Salomon, et ce juif polonais va aider George Washington à financer la guerre, et George Washington lui sera très reconnaissant de cela. Au moment de la fin de la guerre, en 1783, quand les Anglais reconnaissent, par le traité de Paris, reconnaissent l'indépendance des colonies, les Juifs vont être parfaitement libres de pratiquer leur culte, d'être des citoyens américains comme les autres, puisque la Constitution américaine prévoit la liberté du culte. Alors, ce que je dis est vrai au niveau fédéral, c'est moins vrai au niveau des États fédérés, des 13 colonies, car certaines vont continuer tout au long du 19e siècle, plus ou moins, à imposer des restrictions aux Juifs. Ce sera le cas de 3 colonies, le Maryland, terre de Marie, donc colonie catholique, qui ne lèvera les dernières restrictions aux Juifs qu'en 1825, la Caroline du Nord, terre protestante, pas favorable aux Juifs, qui l'élèvera que dans les années 1860. Et le dernier État à lever les dernières restrictions pour les Juifs, ce sera le New Hampshire, en territoire de la Nouvelle-Angleterre, État puritain, qui lui ne lèvera les dernières restrictions qu'en 1874, c'est-à-dire pratiquement un siècle après l'indépendance des États-Unis. Mais globalement, aux États-Unis, les Juifs sont libres de par la Constitution, donc avant même les Juifs de France, qui ne seront pleinement citoyens qu'en 1791, au moment de la Révolution. Alors, que vont devenir ces Juifs, 2500, je vous l'ai dit, au moment de l'indépendance? Comment vont-ils se développer tout au long du 19e siècle? C'est ce que nous allons voir bientôt.